C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le retour du stress après une période longue de plusieurs semaines, d'un grand calme sur les marchés, et c'est vrai que quelques jours après l'échéance du mois de mai qui se déroulait vendredi dernier, on constate une situation plus confuse, plus tendue sur l'ensemble des marchés, avec une baisse de 1,5 à 2% pour les indices européens aujourd'hui, le genre de baisse qu'on n'a pas vu depuis quelques temps maintenant. Il faut remonter au mois de mars pour retrouver des baisses qui avaient été générées à l'époque par le stress financier aux États-Unis notamment, et on voit d'ailleurs des indices qui reviennent sur ces niveaux de fin mars avec un CAC 40 autour de 7250 points, une baisse d'à peine 5% pour l'instant par rapport au sommet historique qui a été marqué par l'indice parisien il y a un peu plus d'un mois, fin avril, à 7577 points. On est même à 4,5% de baisse par rapport à ce sommet historique. On n'est pas encore dans l'idée d'une vraie correction, mais cette semaine marque peut-être un tournant, au moins en matière de sentiment de marché. Ce sera évidemment un sujet de discussion important avec nos invités de Planète Marché à suivre dans un instant. Ce soir, nous aurons le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine début mai, réunion qui marque peut-être le début d'une pause, durée à définir en matière de politique monétaire aux États-Unis. Le rapport des discussions qui a entouré cette réunion sera peut-être éclairant sur ce concept et cette stratégie de la pause qui a été défendue par Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, mais qui ne fait pas un consensus total au sein du FOMC de la Réserve fédérale américaine. On a vu beaucoup de banquiers centraux prendre la parole en début de semaine. Certains se démarquent un petit peu de l'idée que pause égale fin des hausses de taux. On verra ce qu'il en est à la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains. Discussion à suivre donc sur tous ces sujets de marché dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, ce sera l'occasion de faire le bilan en matière de versement de dividendes dans le monde au premier trimestre, avec l'étude de référence en la matière publiée chaque trimestre par Janus Henderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Herman, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Un premier trimestre marqué par une domination américaine en matière de versement de dividendes et une croissance globale des dividendes mondiaux, encore à plus de 2 chiffres sur ce premier trimestre 2023. Discussion et éclairage à suivre à partir de 17h45, donc dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Et c'est donc une journée rouge sur les marchés européens notamment, qui creusent leurs pertes encore en cette fin de séance. Le point tout de suite avec vous, Alix Nguyen. Et oui, le marché s'inquiète toujours quant à la crise politique dans laquelle les États-Unis s'enlisent au sujet du plafond de la dette américaine. Inquiétude auquel s'ajoute la prudence avant le compte-rendu attendu à 20h de la réunion du comité politique monétaire de la Fed des 2 et 3 mai derniers. Sur le marché obligataire, les taux à échéance courte continuent à se tendre. Le rendement des emprunts d'État américains à 3 mois reste proche de son plus haut niveau depuis 22 ans. Le taux pour l'emprunt à 10 ans tourne autour de ses plus hauts niveaux depuis le 9 mars. À Paris, les valeurs cycliques sont les plus affectées, à l'image de l'automobile, et le potentiel des valeurs du luxe interroge toujours. Côté indicateur, on apprenait ce matin qu'après 6 mois de progression, le moral des chefs d'entreprise allemands s'est détérioré au mois de mai. L'enquête mensuelle de l'Institut d'études économiques IFO a reculé à 91,7 après 93,4 révisé en avril. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort à 94,8 après 95,1 le mois dernier. Et puis, petit choc également hors zone euro sur le marché britannique aujourd'hui, avec un segment de valeurs immobilières qui est particulièrement sous pression. Et oui, en réaction aux chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, ils impliquent en effet de nouvelles hausses de taux d'intérêt. On retient aussi l'effondrement de l'action du géant suédois de jeux vidéo Embracer. Cela fait suite au retrait d'un important et potentiel partenaire. Embracer revoit ses prévisions à la baisse. Un focus sur les valeurs américaines
américaine, PacWest est en net repli. La banque régionale cède sa division de prêt immobilier à Rock 360 et tente de restaurer la confiance des investisseurs face aux craintes sur ses liquidités. Abercrombie & Fitch relève ses prévisions et l'action décolle. La marque parie sur une demande constante pour ses vêtements et accessoires, et ce, malgré l'impact de l'inflation. À noter enfin qu'Nvidia est en net recul avant ses résultats. Ils sont prévus après la clôture de Wall Street. On termine avec un point sur les matières premières. Les prix du brut poursuivent leur hausse. Une hausse initiée hier après l'avertissement du ministre saoudien du pétrole contre les paris sur la poursuite des baisses des cours. À noter que la prochaine réunion de l'OPEP+ se rapproche. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous, DG de 4Point.cm. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre Nouan d'être avec nous également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Pierre-Olivier Béfi à nos côtés également, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Retour de stress, le retour de la peur. On verra ce qu'il en est effectivement à l'issue de cette semaine. Est-ce que cette semaine marque un tournant dans le sentiment de marché? Au moins, c'est une question qu'on va se poser, mais prenons un peu de recul et remettons un peu ce stress depuis 48 heures en perspective avec un mois et demi et presque 2 mois de grand calme quand même sur les marchés. Post-choc SVB courant mars, Pierre-Olivier. Alors, il y a différentes manières de le montrer, mais j'aime bien, là, depuis quelques jours, donner cette mesure du calme sur les marchés avec une tenue exceptionnelle, quand même, du prix des actifs risqués. Sur 7 à 8 semaines, la clôture hebdomadaire du S&P 500 se joue ou s'est jouée entre 4100 et 4170, 4190 points. C'est une variation d'à peine 2% en clôture hebdomadaire. Alors, il y a plein d'autres évidences qui montrent ce calme, le VIX, même les mouvements de taux restent dans des zones parfaitement connues aujourd'hui des investisseurs. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui a pu justifier cette situation? Je ne sais pas si je dois en parler encore au passé, on reviendra sur l'épisode du moment, mais sur ces 2 mois là qui se sont écoulés, qu'est-ce qui a pu justifier cette impassibilité assez impressionnante du marché des actifs risqués? Je dirais, alors d'abord, ce qui se passe actuellement, c'est quand même pas grand-chose. On reste dans le range en quelque sorte. Si on finit là, on sera encore dans le range que tu as donné. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si j'en parle encore au passé ou pas de cette situation. Est-ce qu'on est encore dans cette idée de canalisation des marchés ou est-ce qu'on en sort cette semaine? Non, mais après, ce qui est intéressant quand même, sur la psychologie des marchés, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une valeur qui monte de 4-5%, on se dit, voilà, cette valeur, c'est bull market, etc. Puis quand on a un marché qui baisse de 4-5%, on dit, voilà, c'est le début d'une correction, etc. Donc on voit qu'on a tendance à surréagir parce qu'il ne se passe rien depuis 1 mois et demi, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, je pense que le problème des marchés actions, c'est que, et on le voit bien, les flux dans les marchés monétaires n'arrêtent pas de continuer de monter. Donc, et ça veut dire que à un moment, dès qu'on atteint des PE de 20, ça veut dire que ça fait des rendements implicites à 5% aux États-Unis. Bon, ça ne fait aucun sens d'acheter le marché action. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, sauf si vous voyez 10 à 15% de hausse d'ici la fin de l'année. Bon, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais il y a encore pas mal de nuages. Il y a le debt ceiling. Donc, peut-être quand on enlèvera ces nuages, on arrivera à retrouver du momentum à la hausse. Mais il me semble que c'est un peu compliqué. En plus, la prime de risque action aujourd'hui n'est pas suffisante pour être confortable avec l'idée d'un investissement important sur la partie action. Et on peut même se dire ça sur le crédit. Parce que le crédit, les gens regardent un peu les spreads. Alors ils se disent, oh là là, les spreads par rapport aux 10 dernières années, c'est élevé. Mais oui, quand on passe. Mais le problème, c'est que c'est en absolu passer de 0 à 80 BP de spread. On était ravis d'avoir 80 BP de spread quand on était à 0 de taux d'intérêt. Enfin, quand vous êtes à 5, vous êtes à 5,8, vous dites qu'est-ce que j'achète là? Enfin, c'est pas exactement les mêmes ordres de grandeur en termes de prime de risque. Donc voilà, donc moi je pense que ça capte un peu le marché, mais à la fois, le consensus est assez prudent. En macro, les gens sont par exemple très bears. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas de signaux de récession évidents. Donc tant qu'on n'a pas de signaux de récession, de la croissance nominale, c'est un support aussi pour les actifs réels dont les actions font partie. Donc je pense que le marché, il est un peu pris entre ces deux eaux. Et après, on peut le résumer de différentes manières. Par exemple, d'un point de vue macro, on peut dire qu'il est pris entre le fait que plus ça va bien et plus on se dit que les baisses de taux sont complètement
ahurissante et que du coup, même peut-être qu'ils vont monter les taux à un moment parce que finalement, dans les services, pour l'instant, c'est encore très très fort. On voit plein d'indicateurs d'inflation dans les services. Et à la fois, s'il y a des mauvaises nouvelles, on va se dire, si le cycle se retourne, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, donc on se retrouve un peu dans ces deux tendances en position d'attente avec des marchés monétaires qui nous rémunèrent bien pour bien attendre. Ouais, et avec cette toile de fond, effectivement, l'idée c'est que cette semaine va peut-être apporter un peu plus de volatilité, la semaine prochaine aussi, pourquoi pas, avec la question du plafond de la dette, mais sauf phénomène nouveau, il n'y a pas de raison qu'on sorte de cette canalisation qu'on observe depuis quelques temps. Voilà. Et même le plafond de la dette, je pense que s'il y a une résolution, ça sera accueilli favorablement par les marchés. Mais si après on se dit finalement c'est quoi la nature de cette négociation, si malgré tout il y a plus d'émissions, le Treasury Government Account, c'est-à-dire que la trésorerie du Trésor américain auprès de la Fed doit réaugmenter, c'est-à-dire qu'ils doivent réémettre encore en plus de l'obligation, on va se dire ils vont drainer la liquidité de partout, donc finalement c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Donc Bank of America estime que le Trésor, dès que le plafond va être relevé, va devoir émettre jusqu'à $1 trillion de bills, de bons du Trésor pour reconstituer son compte auprès de la Réserve fédérale américaine qui est tombée à quasi zéro aujourd'hui. Oui, on a 200 milliards à peu près. C'est pas beaucoup. 200 milliards ? Ouais. Ah bah moi j'ai beaucoup moins. Vous aviez moins ? Moi j'ai 50. Mais ça va vite. Ça va vite. On dépense quand même plusieurs milliards tous les jours pour faire tourner les administrations aux États-Unis. Julien Pierre, votre sentiment de marché, il y a celui jusqu'à la semaine dernière, et puis il y a évidemment ce qui se passe depuis 48 heures. Mais comme le rappelle Pierre-Olivier, le VIX n'est qu'à 19, même pas à 20. Le S&P est encore à 4150. C'est pas ce qu'on voit là. On doit être capable quand même de le digérer normalement. Oui, on n'est pas sur une correction de grande ampleur avec tout le monde qui a son directeur des risques sur les épaules pour lui dire faut réduire les positions. Non, là on est clairement sur un petit ajustement. D'un point de vue fondamental, il y a un peu plus d'inquiétude liée au plafond de la dette. On a messieurs Biden et McCarthy qui nous disent ton plutôt optimiste, mais toujours pas d'accord. On sait qu'il faut un peu de temps. On sait que de chaque côté, chez les Républicains, il y en a qui veulent l'accord que les Républicains ont voté à la Chambre des représentants et rien d'autre. Côté démocrate, il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler de baisse des dépenses. Il n'y a pas de contrepartie à apporter au relèvement du plafond de la dette pour certains démocrates. Et donc, imaginez un vote éventuellement avec un peu des voix de chaque côté, ça sera compliqué. Ça montrera aussi le côté un peu dysfonctionnel du système politique américain. Et je rappelle, en 2011, le marché il a baissé après l'accord. On avait eu un accord. Et le mois d'août est terrible. Alors, il y a d'autres sujets. On perd 10-15% sur le S&P 500, c'est ça. Le S&P dégrade les États-Unis et le marché s'apprête parce que il y a perspective de baisse des dépenses et puis ça reflète aussi la difficulté des États-Unis à prendre des décisions sur cette C'était l'argument clé de l'agence de rating S&P à l'époque quand ils font perdre le AAA aux États-Unis. Bon, petit épisode de volatilité. Donc paradoxalement, la résolution du plafond de la dette, si c'est un soulagement en première intention, ça peut devenir aussi peut-être un facteur un peu plus négatif ensuite pour le marché, pour les investisseurs, pour la macroéconomie même, ça va dépendre de l'ampleur des baisses de dépenses qui sont éventuellement négociées. Mais déjà, il faut le faire, parce que on le sait, on se dit oui, non, mais à chaque fois, ça a été voté. Il y a toujours beaucoup de théâtre, mais il n'y a toujours pas d'accord et on approche du 1er juin. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, surtout quand il y a beaucoup de procédures. Dans les procédures législatives aux États-Unis sont très complexes, avec des délais avant que les textes puissent être votés. Donc, faut rester prudent sur cette question, avec des effets qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce qui se passerait si effectivement, le Trésor commence à payer en retard les prestations sociales ou ses fournisseurs pour éviter un défaut technique sur qu'est-ce qui se passe s'il y a une souche de T-bills qui est en défaut technique.
connaît pas tout ça. Non, ouais. Ce serait un nouveau monde. Bon, il reste encore quelques jours, les négociations se poursuivent. Pour l'instant, effectivement, et c'est vrai que c'est un stress de marché qu'on retrouve très localisé. Oui. Alors, il y a un peu de dislocation, mais sur du papier monétaire très très court. Il y a le CDS américain, oui. Ouais, c'est très rigolo. À part ça, on n'a pas l'impression que les marchés globaux soient tétanisés par cette histoire-là. Oui, absolument. Vous regardez les rendements des T-bills sur les prochaines semaines, vous avez une bosse début juin, mais après, on se normalise progressivement. Nathalie, votre sentiment de marché, on arrive quasiment à mi-année, en tout cas à la fin du mois de mai, qui est toujours un mois dans la tête des investisseurs. Il y a toujours cette histoire de saisonnalité, effectivement, et puis il y a quand même 6-9 mois de beaux rallyes sur les actifs risqués, l'Europe en tête. Là aussi, est-ce qu'il faut se poser à nouveau la question de la surperformance de l'Europe par rapport à d'autres marchés, le marché américain? Cette semaine sera sans doute une semaine de sous-performance de l'Europe, par exemple. En fait, je pense que tout a été bien résumé ici, parce que on est sur une période, exactement comme vous disiez, sur laquelle c'est assez logique qu'on rentre dans cette phase d'incertitude. Premièrement, on a passé les périodes de publication. Donc, le marché n'a que à se focaliser sur de la macro ou sur de la politique. Tout ce qui fait du bruit. Exactement. Oui. Et donc, il va falloir attendre début juillet, juillet, pour avoir les publications semestrielles. Donc, en fait, on a cette phase qui est toujours structurellement une phase sur laquelle le marché n'a plus rien de concret à se raccrocher en termes entreprise, donc en termes micro. Et donc, on se tourne vers la macro. Et quand on se tourne vers la macro, sans parler du plafond de la dette, parce que même s'il n'y avait pas ça, de toutes les manières, on est quand même dans une situation exactement comme c'était exposé, sur laquelle, si on regarde l'indicateurs PMI ou autres, sur lesquels les marchés sont rivés depuis qu'il y a cette lutte contre l'inflation, côté manufacturier, on voit qu'il y a une décélération, voire limite presque une récession. Ouais. Et donc, ça veut dire que, soulagement, on pourrait peut-être avoir enfin cette pause qui veut dire qu'il y aurait vraiment une vraie pause. On ne parle pas de baisse et tout. Mais le côté sur les services, c'est l'inverse. Non. Et l'emploi se tient toujours. Et donc, en fait, on a une situation sur laquelle les banques centrales ont géré chaque mois qui passe des situations qu'elles doivent gérer et de plus en plus délicates parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup plus d'éléments que nous. Mais en fonction des mesures qu'elles vont prendre et de leur discours, ça peut avoir un impact qu'elles n'arrivent même plus à chiffrer. Même quand on le voit, cet écart sur ces ces indicateurs. C'est quand même assez... la tâche c'est plus de 10 points d'écart, je crois, aux États-Unis. C'est 15 points d'écart en Allemagne entre l'indice manufacturier et l'indice service. Donc, et quand vous regardez sur les performances sectorielles, eh bien, on voit cette grande volatilité entre deux publications. Après, au final, sur un mois ou 2 mois, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Mais c'est vraiment lié à ça. Le fait que le marché est dans une totale incertitude, parce que les banques centrales sont une totale incertitude par rapport à une situation macroéconomique qui est incertaine, plus, cerise sur le gâteau, plafond de la dette américaine. Et donc, globalement, après, en plus, une hausse assez significative des marchés actions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la correction qu'on a eue en 2022 n'était pas une aberration. Non. Elle était assez logique par rapport au niveau de valorisation, par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Il y avait une logique. Donc, 2023 n'a pas à corriger un excès de baisse de 2022 qui n'était pas justifié. Pas du tout. Est-ce que l'embellie de l'économie justifie une hausse de... Globalement, on est encore sur des indices mondiaux larges, à du plus 9% depuis le début de l'année, l'indice action. Ça reste en même pas 6 mois, quelque chose qui justifie une pause. Et donc, tout va dans le sens de cette pause dans le marché, consolidation entre ce qu'on a réalisé et la vue. C'est pas... Quand on expose comme ça, on se dit que c'est pas si anormal la situation de volatilité dans laquelle on se trouve et l'attentisme qu'ont les marchés. Même si on sort de cette période de publication de résultats trimestriels... plutôt rassuré. Enfin, depuis plus d'1 an, chaque trimestre, on se dit que ça va être celui-là où les marges, les signaux, les guidance des entreprises vont craquer. Pas eu le sentiment que ce soit le cas encore sur ce trimestre. Non, mais justement, mais ce qui crée encore plus d'attente. Si vous prenez l'exemple du luxe, les publications étaient très bonnes, donc on s'est rassuré sur le fait que les multiples sont justifiés parce que, le contexte, il va y avoir cette hausse dans cette hausse des taux. Donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'avoir une déflation des multiples. Et en même temps, les résultats sont très bons. Et c'est un peu de l'incantation qui a porté encore le luxe encore plus haut. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez sur les indices européens
américain et sur le S&P 500, il ne faut pas oublier non plus que une grosse partie de la hausse, elle est liée à ces grandes valeurs défensives. On oublie ça parce qu'on voit le reste, mais 25% du S&P 500, c'est des grosses valeurs défensives. Donc c'est des 5 valeurs, mais sur lesquelles il y a des résultats qui ne sont pas sur des multiples de 40 fois, et sur lesquels il y a de la visibilité. Et sur l'Europe, sur les indices, si on prend un MSCI Europe, les deux gros secteurs, c'est financière et santé. Donc rien à voir avec... Et c'est deux composantes qui sont plutôt bien comportées aussi. Donc en fait, au global, si vous regardez des indices larges, et moins concentrés, donc des MSCI Monde ou Europe, c'est pas les mêmes contributeurs. Et il y a une vraie logique dans ce qui a monté. Et on est quand même sur des belles performances... mais qui s'expliquent, qui sont justifiés. Comment vous regardez effectivement ces marchés actions un peu à deux vitesses, quoi. Il y a le S&P 005 et le S&P 495. Quand on prend le S&P avec le poids représenté par les méga caps américaines, effectivement, la performance est très jolie. Quand on prend le S&P équipondéré, ça nous raconte un peu une autre histoire, pour dire les choses, Pierre-Olivier. Et je ne parle même pas de l'écart entre les larges et les small caps. Enfin, il y a plein de classes d'actifs, de segments de marché qui sont encore 20% en dessous de leur sommet, qui sont encore dans des territoires de bear market, quand même. Ouais, on aurait pu dire le Russell. Oui, le Russell, oui, bien sûr. C'est pas très bon d'être le Russell aujourd'hui. Oui. Donc, non, mais après, je pense que... moi, il me semble que depuis un mois et demi, les investisseurs avaient quand même beaucoup anticipé l'idée que le début d'année avait été très bon. Voilà, on sort d'année parfois un peu difficile quand même. Donc là, on a un très bon début d'année. Comme je le disais, sur le monétaire, on fait un peu de l'argent, donc ils se sont mis en plus défensif. Et ceux qui ne pouvaient pas aller sur le monétaire se sont mis plus défensifs, comme ça a été dit par Nathalie. Donc ça a poussé sur aussi des actions valeurs refuge, défensives. Voilà, exactement. Ou qui paraissaient, où il y a de la visibilité. Je crois qu'elle a donné un peu tous les bons arguments là-dessus. Voilà, donc ce mouvement le reste du marché, le reste du marché, pour l'instant, c'est mais après, les signaux très pas bizarres. Par exemple, sur les cycliques, prenons les cycliques. Si on fait le ratio cyclique sur défensive, aujourd'hui, ça indique des PMI à 53-54. Donc à la fois ça a été moins bien valorisé, mais c'est pas sûr que, si vraiment il faudrait quand même qu'il y ait une bonne réaccélération ou quelque chose qui aille beaucoup mieux à court terme pour que ça se justifie aussi. Donc le marché est très difficile à interpréter. C'est pas évident. À la fois, par exemple, sur les taux. Donc là, si on passe maintenant aux taux, là, on a plutôt des marchés qui nous disent en novembre, les choses commencent à aller moins bien. Donc ça a été décalé. Au début, on avait des baisses en juillet. Maintenant, c'est en novembre. Après, c'est le moment où le marché imagine que la Fed baissera ses taux. À partir du moment. Où donc le marché obligataire donne plutôt le message à la fin de l'année, ça va se gâter. Voilà. Tout n'est pas très très cohérent. Donc je trouve l'interprétation assez difficile à ce stade-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes de flux qui empêchent de bien voir. Et peut-être de psychologie de marché qui fait que tout basé sur les fondamentaux en ce moment, c'est un peu compliqué. Si on regarde la dimension macro, Pierre-Olivier, est-ce que le ralentissement de l'économie américaine peut aller suffisamment vite et fort dans les prochaines semaines / prochains mois pour que, je ne sais pas, à Jackson Hole, fin août, qui sera un moment important, forcément, la Fed soit confortable avec ce qu'elle voit, soit confortable avec l'idée d'une pause qui pourrait effectivement durer peut-être un peu plus longtemps, mais ne soit pas prise à revers par une pause qui serait peut-être pas suffisante en termes de réglage de politique monétaire. Alors... moi je dirais, alors c'est vrai que ça me fait réfléchir par rapport à Nathalie dit, voilà, il faut regarder la macro, et moi je dis la macro, il faut regarder les flux en ce moment, donc finalement on est tous un peu paumés. Voilà, c'est très bien, on est d'accord. Mais blague à part, non, moi je pense, alors, sur les indicateurs macro, je pense quand même que quand on regarde les claims qui ont commencé à monter... Donc ça c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Tout à fait, je pense que là, on est sur une tendance quand même qui devrait quand même bien se dégrader en août, septembre. Voilà, moi c'est ma lecture des choses, après on peut être en désaccord, certains vous diront non, vous... Non mais pour vous c'est un indicateur intéressant, vous disiez la dernière fois, attention, quand on arrive vers 300 000, on doit être à 260, 265 peut-être sur la dernière marque. À 300 000, ça implique à un moment quand même des destructions d'emplois à venir, quoi. Alors que les NFP, les non-farm payroll, ça veut rien dire. Enfin, en récession, ils sont révisés 2 ans après, on s'aperçoit que c'était catastrophique au moment de la récession. Sur la dernière très révisé comme chiffre. Voilà, ils étaient encore très très élevés. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est un indicateur, moi, que je suis beaucoup. L'autre indicateur qui est quand même très très suivi
par la Fed, c'est les spreads sur la partie très très courte, voilà, c'est un peu technique. Mais ça indiquerait aussi plutôt qu'il y a beaucoup de stress de marché qui est attendu vers le mois de septembre, un peu plus tard, je dirais. Donc voilà. Donc ça, c'est deux indicateurs macro qui diraient que dans cette zone-là, il y a quand même sans doute un peu de danger macro, je dirais. Après, tout le problème aujourd'hui, c'est que les récessions ou les moments où l'activité économique devient plus difficile, ça arrive très brutalement. Donc en fait, les récessions, on passe toujours par 3 phases. Il y a les gens qui l'annoncent 5 ans à l'avance, et puis après il se passe rien, et puis il se passe toujours rien, et puis il y a plus personne. Tout le monde est un peu bear, mais plus personne n'y croit. Et puis à la fin, quand ça arrive, finalement il n'y était plus personne qui était dedans, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mood-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins. C'est très très compliqué d'être très très short du marché. Je suis pas sûr que les gens sont très très short du marché aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Et même, il y a une position d'attente. Vous achetez, je sais pas, des options à la baisse. Tous les jours, vous perdez de l'argent. Ah bah oui. En plus, avec la vol, c'est une assurance qu'il faut payer, quoi. C'est le paying trade. Voilà, donc c'est très compliqué, je trouve, de ce point de vue. Après, moi, mon interprétation macro, voilà, elle est plutôt négative autour de l'été et début septembre. Donc il y a quand même une marche à la baisse. Vous dites le ralentissement progressif, graduel, doux, ordonné. Ça peut durer un temps, mais à un moment, il y a quand même l'idée qu'on marche à la baisse, quoi. En fait, je pense qu'on n'a jamais vu de soft landing, comme on dit, c'est-à-dire de ralentissement graduel, quand on a à la fois du resserrement bancaire et du resserrement monétaire. D'accord. Et si en plus, en prime, on a du resserrement budgétaire, je pense que ça va être très très compliqué. Et après, est-ce que, ça c'est pour les US, mais est-ce que l'Europe va être immunisée ? Bon, l'Europe, ça fait 6 mois qu'on nous explique que ça va être tiré par une Chine exceptionnelle, il n'y a plus rien. On nous explique que les prix de l'énergie vont baisser. Bon, ils ont déjà bien baissé, donc je veux dire, c'est déjà dans le marché. Donc voilà, pour que l'Europe surperforme et soit l'îlot au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Finalement, le seul indice qui est vraiment haut, c'est le Nikkei. Et le Nikkei, c'est parce qu'ils ont dévalué tellement que c'est le seul pays où il n'y a pas de récession manufacturière. Sinon, il y a la récession industrielle, elle est mondiale, de partout. Voilà. Quelle est la vue macro du moment pour vous, Julien Piet ? Est-ce qu'il y a un biais particulier ? Est-ce que ça peut ralentir suffisamment encore aux États-Unis pour ramener l'inflation assez vite dans une zone confortable qui permettrait d'ancrer un peu l'idée de la pause ? Parce que j'ai l'impression que cette pause, elle peut être déjà un peu fragilisée par des indicateurs un peu trop booming encore, peut-être ? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu quelques chiffres d'avril qui étaient assez forts, plus rapport sur l'emploi, puis vente au détail. Mais la tendance, elle est quand même là. Pierre-Olivier l'a dit, sur les inscriptions au chômage. On a fait le point bas à la fin de l'année 2022, on est en train de progresser. Lorsque vous regardez les indicateurs avancés, lorsque vous regardez tout un tas de choses, ne serait-ce que les conditions d'octroi de crédit, le durcissement qu'on observe dans les conditions d'octroi de crédit, on l'a vu qu'avant des récessions. Donc il y a tout un tas de facteurs liés aux politiques de réponse au Covid qui font que ça met du temps à se mettre en place, mais on y va. Ouais. Et la question, c'est... On y va suffisamment vite ou pas ? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on est encore dans le schéma de se dire que oui, on y va, mais la destination est toujours encore un peu plus loin ? Oui, alors on a quand même eu 3 banques américaines qui ont fait faillite. C'est pas des, c'était pas des géants, mais pas des petites. Ouais. Et lorsque vous regardez les chiffres hebdomadaires sur le crédit, notamment aux entreprises, vous voyez qu'il y a quelque chose à changer. Il y a eu des effets techniques liés aux problèmes de SVB qui ont fait chuter ces chiffres, mais en fait, vous voyez que dès le début de l'année, il y a eu une cassure, en fait. La cassure, elle est avant même avant. SVB. Et, le resserrement des conditions se fait déjà avant, en début d'année. Il se fait. Vous avez des questions, effectivement, sur le résidentiel aux États-Unis. On est sur un marché tendu, mais l'immobilier commercial, vous avez des taux de vacances très élevés aux États-Unis. Donc, il y a d'autres choses dans le PIB, alors qui pèsent peut-être pas autant, mais qui pourraient corriger nettement. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, on a parlé de la Chine, c'était une quasi-certitude pour beaucoup de gens en début d'année qui est peut-être en train de devenir une incertitude. Tout le monde s'est dit, voilà, 2023, c'est l'année de la réouverture de la Chine. Et dans le
la communication des entreprises, ça a beaucoup joué. Et là, pour le coup, on a eu des chiffres qui, en avril, étaient quand même pas trop dans le sens d'une réouverture en fanfare. Alors que même Au-delà des effets de base qui sont un peu marqués, vous dites il n'y a pas les effets grand-chose. de base, ils auraient dû soutenir les chiffres parce que c'était le grand confinement de Shanghai et les chiffres ont été assez décevants. On ne voit pas d'accélération brutale des importations. On a parlé du cuivre, le pétrole aussi. Si on avait une Chine booming, c'est des choses qui seraient beaucoup mieux orientées parce qu'il y a quand même des choses structurelles en Chine. C'est-à-dire que la question immobilière n'est pas réglée. Le vieillissement de la population, ça, on a pour quelques années. Et les marges de manœuvre budgétaires du pays sont quand même moins importantes que ce qu'elles étaient auparavant. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu suracheté cette question chinoise, là, au début de l'année ? La question est ouverte. Ouais. Bon. Sur le plan des marchés de l'investissement, alors comment on gère cette situation aujourd'hui, Nathalie ? Est-ce qu'on peut dire un mot quand même du petit coup d'arrêt qu'on a vu hier sur le secteur emblématique du luxe ? Alors, emblématique pour nous, Parisiens, Français, avec le CAC survitaminé au luxe, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe. Les grosses valeurs du luxe, elles se retrouvent dans l'Eurostoxx. Il y a la question des semi-conducteurs aussi. C'est des gros moteurs quand même dans les indices européens, ASML, LVMH, Hermès, etc. C'est quand même... Alors, il y a la value en Europe, mais ces boîtes-là attirent aussi beaucoup d'investisseurs. Ils sont quand même bien détenus, on va dire, par les gens qui sont investis en Europe. C'est en fait toujours la même problématique qu'il a, et en plus exacerbée, parce que ces valeurs qui ont été plébiscitées largement, c'est des valeurs qu'on pourrait même catégoriser comme des valeurs de fonds de portefeuille, qu'on aurait appelé il y a des années valeurs de fonds de portefeuille. C'est le Air Liquide. En fait, Air Liquide aussi, vous pouvez prendre Air Liquide comme performance, c'est partie des top performeurs aussi depuis le début de l'année. Mais il y a un problème, on parlait avant l'émission avec Pierre-Yves sur la petite valorisation. C'est-à-dire que le luxe, la grosse crainte, c'est le jour où il y a ce petit grain de sable. Les petits grains de sable peut être la Chine, peut être un ralentissement de la consommation américaine. Parce que... Un retour du Covid en Chine. Enfin, juste au passage, il y a 2-3 news là, qui nous viennent de Chine. Même si 65 millions de cas par semaine. Bon, oui, c'est pas 35 millions par jour. J'avais pas vu ça. Ah bah si. Il faut regarder, hein. Mais en fait, je n'avais pas vu non plus. C'est en cherchant pourquoi. Est-ce qu'il y avait après tout ce qu'on a traversé, je veux pas. C'est pour ça, je veux pas faire de sensationnalisme là-dessus, etc. Mais on le retrouve dans des papiers Bloomberg ou autres. Le luxe baisse. Ah oui, tiens, on s'aperçoit qu'on parle à nouveau du Covid en Chine. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est des réponses qui ont été cherchées a posteriori. Sans doute. S'il n'y a pas eu de trigger. Non, on n'en parlait pas lundi du Covid en Chine. Je suis d'accord avec vous. On a parlé à partir du moment où le luxe a perdu 5%. Et puis en plus, ne serait-ce que typiquement, si c'était vraiment une crainte par rapport à la Chine, c'est Kering qui aurait le plus baissé. Par rapport au reste du luxe, parce qu'en termes d'exposition, par rapport donc il y a un phénomène, je pense, qui est logique, qui est quand vous avez un segment qui a pris 30% en moyenne depuis le début de l'année. 30%. Et c'est pas comme si 2022 avait été une annus horribilis pour le luxe. Non. Ni 2021. Donc quand il y a cette aversion au risque qui revient et que d'un coup on se dit tiens, je peux prendre le bénéfice, je caricature, et placer un monétaire à 3%, j'ai gagné 30% et je me place. C'est ce qu'on disait, oui. Donc je pense qu'il y a une alimentation aussi qui joue dedans, et les flux jouent énormément. Parce qu'il suffit que d'un coup, sur ces valeurs, vous ayez moins de flux acheteurs, ça va très très vite. Et donc les flux jouent, et les flux, c'est sûr qu'ils vont, je suis d'accord, ils vont se tarir un peu sur les activités là, sur cette période-là, parce que c'est pas un moment sur lequel l'attente est clairement rémunérée, et comparativement aux incertitudes qu'on a jusqu'à septembre ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout investi, si vous posez des questions comme ça, est-ce que si vous n'êtes pas du tout investi, est-ce qu'aujourd'hui vous mettez tout sur le luxe? Déjà, il ne faut jamais mettre tout sur un secteur. Oui, je comprends. Est-ce que vous jouez le momentum des valeurs de croissance un peu défensives, ou est-ce qu'on regarde ailleurs? Exactement. Et je pense que ça va être une réponse peut-être un peu qui paraît un peu molle, mais elle est assez adaptée au contexte qu'on va avoir cet été, comme exactement l'été dernier. C'est cette phase où, en fait, tout ce qui est un peu ennuyeux, boring, est intéressant, parce qu'on ne cherche pas à faire mieux que le reste du marché, on cherche à profiter encore des marchés en limitant en fait
les risques baissent. Le seul truc qui était dans le vert ce matin au sein du CAC, c'était Orange. Non mais typiquement comme quoi. Boring, C'est non, parce que l'approche rendement a bien joué. Le côté cyclique, personne n'en veut trop. En fait, ce qui est à part, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on parle des cycliques, c'est le problème. En fait, il faut après regarder secteur par secteur. Parce que dans les cycliques, quand on parle de la conso discrétionnaire, vous avez le luxe et l'automobile, l'hôtellerie. Qui n'ont absolument, il n'y a rien à voir comme secteur, c'est pas les mêmes trucs. C'est pas les mêmes dynamiques de comportement, de consommation, etc. Bon, hôtellerie, luxe peut-être, mais et en fait, on est tronqué de la même façon que les gestions ont pu paraître moins performantes par rapport à un CAC 40. Aujourd'hui, Eurostoxx et CAC 40, le poids du luxe déforme un petit peu ces indices-là. Oui. Quand vous prenez des indices européens, comme exemple tout à l'heure, plus larges, qui sont moins nationaux ou moins concentrés avec des moins gros poids, eh bien là, j'ai beaucoup moins de crainte sur cette approche-là diversifiée. Je pense que la diversification et le fait de surtout pas avoir, entre guillemets, trop de cycliques, de vrais cycliques, là, à court terme, parce que là où il y a les vraies craintes, c'est par rapport à celle-ci. Comme je disais, en plus, c'est pas comme s'il y avait une décote monstrueuse qui elles sont pas si peu chères que ça, les cycliques aujourd'hui. Les valeurs moyennes, les petites valeurs, c'est celles qui repartent en ouais, enfin là, il y a quand même une sacrée décote quand même sur les small caps. Bah oui, mais c'est logique. Pas suffisant. En fait, c'est là où les investisseurs reviendront en dernier, parce qu'il faut une totale visibilité pour revenir sur ce segment-là. Et on n'y est pas. Comment gère la situation, Julien Pierre, effectivement, avec quel type de rendement, de prime de risque on peut être confortable là, pour rester investi quand même dans les marchés d'actifs risqués c'est quoi les actifs de couverture qui fonctionnent, contre quel type de risque, de la diversification, est-ce qu'on a envie, je ne sais pas, d'insister un peu avec la Chine, parce que bon, je comprends de votre discours qu'il y a un peu de déception quand même sur la macro, et qui se retrouve d'ailleurs dans les marchés chinois. Est-ce que le Japon se tente 90 ans après, enfin 30 ans ou 40 ans après le Walkman Sony? Est-ce qu'on a envie de revenir au Japon? Sur le Japon, il y a quand même l'incertitude du change qui est importante. Et du change lié à la Banque centrale. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'inflation au Japon, c'est 4%. C'est quand même un niveau extrêmement élevé pour eux. Et que potentiellement, dans les prochains, peut-être pas prochaines semaines, mois, mais à l'horizon d'un an, on va avoir des ajustements sur la politique monétaire de la Banque centrale japonaise qui pourraient amener une appréciation de la devise. Et on sait que ce genre de mouvement peut se faire très très vite et créer de la volatilité. Non, nous globalement dans les portefeuilles, on est effectivement très prudent. On a une exposition très réduite au marché actions parce qu'on voit cette récession arriver et on sait. À chaque fois, on se dit, mais cette fois, ça va être différent. Mais les points bas des marchés actions sont atteints après l'entrée en récession, parce qu'on va avoir les résultats des entreprises qui vont être révisés en baisse. Des entreprises dont certains se disent, non, mais c'est acyclique. En fait, il y a toujours un effet un peu cyclique. Donc, voilà, nous, on garde une grande prudence. Puis, le monde a changé pour les investisseurs diversifiés. Sur l'obligataire, sur du crédit investment grade européen de bonne qualité, vous avez 4% de rendement. Nous, on a un peu remonté la sensibilité dans nos portefeuilles aussi, parce que voilà, si on a ces scénarios, même si on se dit oui, la Fed va peut-être faire une pause jusqu'à la fin de l'année, mais dans les faits, si on a une récession, le prochain mouvement de la Fed, ça sera une baisse des taux. Et le marché le pricera à un moment. Alors, il a commencé à le pricer, on peut discuter. On tâtonne là-dessus, oui, on tâtonne, mais est-ce que les 200 points de base que price le marché, ils vont se faire à partir de du milieu de l'année, comme le marché pensait à un moment, ou sur 2024 moi, je ne vois pas, si on a une récession, des destructions d'emplois, une Fed rester plus de quelques mois surtout que la question de l'inflation, aujourd'hui, elle est... Vous ne doutez pas de la réactivité de la Réserve fédérale américaine face à un épisode... Il faut imaginer, il y aura une pression politique de dingue. Un an avant les élections. Et surtout, si on a cette récession et qu'on a une remontée du taux de chômage, on règle le problème normalement, on règle le problème des salaires. Et si vous réglez le problème des salaires, vous réglez dans la décomposition de l'inflation. De l'inflation, vous réglez le gros du sujet.
Reste que 200 points de base de hausse de taux pricés, donc à partir de l'automne, là, octobre, novembre, jusqu'à fin 2024. C'est pas un petit peu, quoi. C'est pas un petit ajustement à la baisse du réglage de la politique monétaire. C'est un vrai cycle de baisse de taux. C'est ça, Pierre-Olivier? Oui, bon, ils peuvent toujours faire 400 points de base. Hein. Maintenant, ils ont monté plus les taux que par le passé, donc maintenant on peut peut-être y retourner à des vraies baisses de taux entre guillemets, un peu plus massifs. Non, mais je sais pas après. Non, mais oui, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que en effet, pour la première fois, moi je regardais sur les forwards. Donc quand on regarde, si c'est un soft landing, si c'est un petit ralentissement avec un peu de contraction du 0- sur 1 voire 2 trimestres, est-ce que ça justifie 200 points de base de baisse de taux? Ou alors qu'est-ce qui se passe d'ici fin 2024 qui justifie 200 points de base de baisse de taux? Non, mais alors là, je pense que le marché, il est dans une incertitude. Il est dans une double incertitude. Il y a d'abord dans quel régime économique on se trouve. C'est-à-dire que si on était avant le Covid, on était dans un régime clairement déflationniste. Les gens disaient, ce sera du QE forever, on sera à zéro forever, etc. Enfin, bon, et dans les faits, on imprimait, et il y avait zéro inflation. Hein. Donc, et là, depuis le Covid, on a une situation où on s'aperçoit que quand on fait des gros stimulus monétaires et budgétaires, on a beaucoup d'inflation. Donc le système commence vraiment à réagir. À cela, donc du coup, il y a des thématiques qui sont sorties. Les gens, voilà, on parle de déglobalisation, c'est plutôt structurellement inflationniste. On parle de problèmes démographiques qui sont aussi structurellement inflationnistes, y compris en Chine, même si pour l'instant on voit zéro inflation en Chine. Mais enfin bon, vieillissement, c'est voilà. Inflationniste. Vieillissement, oui. Ouais. Il y a le grand découragement, c'est ce que j'appelle ça comme ça aussi. C'est-à-dire, post-Covid, on a que on change de vie, donc on n'a plus envie de bosser, mais par contre, on a envie, de réduire son temps de travail, de profiter de la vie. Il y a même les jeunes maintenant qui nous expliquent qu'ils préfèrent pas travailler à LVMH parce que c'est un peu trop polluant. Enfin bon, non, je caricature, mais enfin bon, on se retrouve avec des phénomènes qui sont pas très productifs entre guillemets. Voilà, donc sans aller. Non, mais ce que je veux dire, c'est bon ou c'est mauvais. Je veux dire, on peut avancer plein. Au-delà des anecdotes qu'on a tous autour de nous, oui, vous dites, il y a quand même une dimension. Ça se retrouve au niveau macro. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de régime avec une inflation structurellement beaucoup plus élevée? Voilà. Et en fait, je pense que le marché il est pris entre deux feux. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est encore très déflationniste. Il y a des gens qui disent non, mais c'est structurellement plus inflationniste. Et le marché a du mal à savoir. Je pense qu'on est un peu en transition. Voilà. Je pense qu'on va vraiment vers un monde plus inflationniste. Je pense que le Japon est en train de montrer la voie de ce qu'il va falloir faire parce qu'on a tellement de dettes. Moi, il y a un point quand même. Enfin, le Japon, c'est intéressant parce que c'est quand même un des pays où le choc démographique négatif est le plus visible, avec le plus d'expérience, j'allais dire, de ce point de vue-là. Bah justement, c'est l'exemple du pays qui ne sort pas de la déflation depuis 40 ans ou 30 ans maintenant. Oui, bon, ils ont eu des sacrés bulles en 94, ceux qui sont rentrés. Hein. Et puis on est 20 ans plus tard maintenant, un peu plus même, 30. Donc, non, je pense qu'ils sont vraiment en train de... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on commence à voir que le Japon, on a des hausses salariales, le système commence à réagir. Alors certes, ils ont dévalué de 30% leur devise, donc ils sont allés très fort ce coup-ci, mais on a l'impression que ça commence quand même à marcher. Voilà. Donc, non, mais c'est des interrogations sur le futur, et donc je pense que le marché est un peu pris là-dedans. Donc quand on revient à la question initiale sur la baisse des taux, si on est en régime déflationniste, on peut baisser de 500 points de base les taux aux États-Unis. On peut retourner à zéro. Mais si on est en régime inflationniste, ils feront peut-être que 75 points de base. C'est ça. Donc quand on a 200, on est au milieu. Et donc je pense que le marché, il n'a pas vraiment voté. Il reste un peu au milieu en se disant... Parce que là, on ne parle pas des prochains mois. On parle de ce qui se passe dans un an ou deux, du prochain cycle. Ouais, et donc je pense que le marché, il est assez cohérent, mais nous met dans une zone inconfortable où il faut choisir son camp à un moment où on n'est pas sûr de l'avoir complètement trouvé. Voilà. Là, on voit dans la correction du jour, les taux servent pas tellement de refuge. Ça tient le niveau des rendements. C'est pour ça aussi que je me dis, bon, les gens parlent beaucoup de debt ceiling, là, que ça fait stresser les marchés. Et paradoxalement, l'Europe baisse plus que les US. C'était vraiment un problème américain. On devrait avoir les marchés américains moins bons aujourd'hui. Voilà. Et puis les taux, ils devraient baisser beaucoup plus. Paradoxalement, ils ont plutôt bien résisté. Donc voilà, je trouve que la lecture du marché est quand même un peu compliquée. On est d'accord. On invente en fait, on trouve beaucoup d'histoires sur des petits mouvements. Et à la fin, comme ça a été bien dit, peut-être qu'à la fin du mois, on finira entre 4100 et 4190. Effectivement. On regarde beaucoup de petites histoires. À la fin, je suis pas sûr qu'on ait une vue beaucoup plus claire de la grande histoire qui se déroule en ce moment. Bon, c'est vrai que c'est une période un peu particulière. Bon, les prochaines échéances, le sentiment fixé par les débats autour du plafond de la dette américaine. Et puis, on rebasculera dans les réunions de Banque centrale mi-juin
avant les résultats semestriels à partir de mi-juillet. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de 4Points IM, Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui qui revient de manière trimestrielle, celui des dividendes mondiaux, avec cette étude mondiale de référence réalisée chaque trimestre par les équipes de Janus Henderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Herman, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour faire le bilan, comme on le fait régulièrement. Alors là, du premier trimestre, effectivement, dans le monde, en matière de versement de dividendes. Je vous laisse nous donner les grandes tendances. Ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est qu'il y a souvent un biais géographique important d'un trimestre à l'autre. Là, le premier trimestre, c'est un trimestre américain. C'est ça, Charles-Henri ? Voilà, tout à fait. Le premier trimestre est souvent dominé par les États-Unis. C'est un trimestre assez calme en Europe. Et ce trimestre, on le verra, va être dominé essentiellement par des répartitions sectorielles, donc plus que géographiques. Alors, sur les grandes tendances, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier trimestre ? Les dividendes sont en croissance de 12% de manière globale. Donc, c'est une croissance assez importante. Mais il y a un phénomène qui est un petit peu différent des autres trimestres. On a vu un trimestre où les dividendes exceptionnels, donc les dividendes extraordinaires, ont pris une très forte importance. Vous savez, il y a deux notions, il y a les dividendes globaux et les dividendes sous-jacents. Les dividendes sous-jacents, c'est le calcul de la croissance quand on exclut justement ces dividendes extraordinaires, l'effet de change ou d'autres paramètres sur les indices. Donc on a 12% de croissance globale, mais seulement 3% de croissance si on regarde uniquement la croissance sous-jacente. Donc ça note l'importance des dividendes extraordinaires sur ce trimestre payés par les entreprises. On y reviendra plus en détail un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, 95% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes sur ce trimestre. Donc on voit toujours que c'est quand même globalement bien réparti au niveau des entreprises. Enfin, si on regarde au niveau sectoriel, on voit qu'il y a quelques secteurs qui ont dominé le marché, même si la plupart des secteurs sont en croissance, quelques secteurs ont dominé le marché et un tout petit nombre de secteurs sont en baisse, comme on va le voir un petit peu plus tard, notamment le secteur minier. C'est ce qu'on avait prévu déjà le trimestre précédent lorsqu'on s'était vu. Si on regarde la dimension géographique, donc, quelles sont les particularités de ce premier trimestre ? La première d'entre elles, c'est que c'est le trimestre de versement des dividendes américains avant tout, hein, c'est ça, Charles ? Voilà. Alors, 12% d'augmentation, ça représente 327 milliards de paiements de dividendes sur ce premier trimestre. Ouais. Sur ces 327 milliards, 153 milliards sont aux États-Unis. Donc, quasiment la moitié. Voilà. Ça représente une croissance globale de 8% aux États-Unis, donc c'est encore un nouveau record aux États-Unis, bien sûr, sur ce trimestre, mais une croissance sous-jacente de 4,8%, donc un petit peu plus faible, donc quasiment la moitié. On voit encore un fort impact au niveau des dividendes extraordinaires. Au niveau de l'Europe, on l'a dit, c'est un trimestre un petit peu plus calme, ça a été plutôt dominé par la Suisse, mais surtout ça a été dominé par des paiements de dividendes extraordinaires, comme on l'a vu en Allemagne, notamment avec Volkswagen, qui a payé 6,3 milliards de dividendes extraordinaires, qui est le 8e plus important dividende extraordinaire depuis la création de notre indice. Donc un chiffre très très important. On voit aussi la société danoise Moller-Maersk, maritime, qui a payé un très fort dividende global de pas loin de 12 milliards, 11 milliards et quelques, dont quasiment la moitié, ou un peu plus de la moitié, en versement de dividendes extraordinaires. Donc toujours ce même impact que l'on peut noter. En France, c'est un trimestre très calme. On a vu une croissance assez forte, mais encore une fois, c'est peu représentatif puisque les montants globaux sont assez faibles et c'est dominé par le secteur du luxe. Je sais que vous en avez parlé longuement avec les intervenants précédents. Donc dominé par Hermès et Kering qui ont versé des dividendes importants. Au-delà des performances boursières, oui, c'est aussi un secteur qui verse des dividendes. Exactement. Et les dividendes reflètent souvent ce qui se passe dans l'économie. Sur l'Asie-Pacifique et l'Australie, on voit que la baisse des dividendes miniers, on l'avait prévu, c'était le secteur le plus fort en 2021. On s'attendait à cette baisse avec la baisse des matières premières. Donc, cette zone géographique a été affectée par ça. Mais malgré tout, c'est en hausse importante, notamment grâce au Japon. Japan Tobacco qui a publié des dividendes très importants, donc une croissance de plus de 20%.
Là aussi, on parlait aussi du Japon parce que c'est un peu le comeback du Japon sur le devant de la scène. Voilà, des indices au plus haut depuis l'éclatement de la bulle des années 90 et le Walkman Sony. Là aussi, c'est un pays qui verse de plus en plus de dividendes. Historiquement, c'était pas le cas et le Japon se met à retourner effectivement du cash aux actionnaires. Oui, ils se mettent au diapason des autres pays. Et oui, dans c'est le ça. monde. Tout Il y a à un fait. standard effectivement qu'il faut tenir de ce point de vue-là. Voilà. Si on prend la dimension sectorielle, Je vais juste finir peut-être sur la dimension géographique avec les émergents. Ah oui, on n'a pas émergents, parlé bien sûr. encore. Marché émergent, donc dividendes extraordinaires ont pris le pas. On l'a vu en Inde avec le versement de Tata Consultancy, donc la société indienne de logiciels, qui a versé un très fort dividende, qui a finalement permis d'atténuer la baisse des dividendes du secteur minier, puisqu'on sait le secteur minier est fortement représenté sur les marchés émergents. L'impact le plus important négatif, on l'a vu au Brésil avec la société Vale, qui a réduit de pas loin de 2 milliards ses dividendes. Mais encore une fois, on le voit, tout ça s'est compensé par des hausses sur d'autres secteurs comme le pétrole. Et surtout, c'était attendu, effectivement. La correction, la normalisation du versement des dividendes dans le secteur minier, c'est quelque chose dont on parle et qui était attendu, qui se matérialise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres biais ou particularités sectorielles, justement, en matière de versement de dividendes sur ce premier trimestre, Charles-Henri ? Alors, il y a 3 biais importants sur ce trimestre sectoriellement, enfin 4, je dirais. 3 biais positifs, donc c'est le secteur bancaire, le secteur automobile et le secteur pétrolier. Donc ça, c'est du côté des positifs. Et un secteur négatif, c'est le secteur minier. Pour vous donner un exemple, le secteur minier, donc c'était évidemment le plus fort secteur en 2021, avec la très très forte hausse qu'on avait vue sur les matières premières. On a vu un effet reversal sur le prix des matières premières, donc automatiquement on s'attendait à une baisse sur le secteur minier, et ça a eu lieu puisque cette baisse, elle est à peu près 1/5, donc 20% de baisse sur le secteur minier sur le versement des dividendes. Donc elle a vraiment eu lieu, on s'y attendait, et on pense que d'ailleurs elle risque de continuer dans le futur. Du côté positif, donc on l'a vu le secteur bancaire, on a vu les résultats de toutes les banques globalement dans le monde sont très positifs. La hausse des taux d'intérêt risque de les aider pour améliorer évidemment leurs marges. Et on a vu aussi des versements de paiement extraordinaires comme la société Commonwealth en Australie, Commonwealth Bank of Australia et JP Morgan Chase qui ont payé de très forts dividendes sur le secteur bancaire. L'autre secteur, on en a parlé tout à l'heure brièvement, le secteur automobile, Volkswagen, un paiement extraordinaire très très important, mais c'est pas la seule. Ford Motors aux États-Unis par exemple, qui fait partie des plus forts payeurs de dividendes sur ce trimestre. Et enfin le troisième secteur, c'est le secteur pétrolier. On s'y attendait avec le prix du pétrole qui est donc assez élevé, avec 3 exemples importants, BHP en Australie, ExxonMobil ou Chevron aux États-Unis qui ont payé de très très forts dividendes. Donc d'un point de vue sectoriel, voilà 3 secteurs principaux qui dominent, un secteur négatif, le secteur minier. Qu'est-ce qu'on peut dire ou redire de cette dimension de dividendes extraordinaires versés à l'issue d'une période économique effectivement qui aura été extraordinaire ? L'impact, ça distord beaucoup les choses quand même, j'ai l'impression. Oui, ça représente quasiment 30 milliards, ces paiements de dividendes extraordinaires. Sur 320 milliards, c'est voilà, ça c'est à peu près 10%, on est un petit peu moins de 10%. Donc, c'est le deuxième niveau le plus élevé depuis la création d'entre indices, depuis le premier trimestre 2014. Voilà, donc ça donne, évidemment, c'est très très important. On l'a vu, Ford, Volkswagen, Moller-Maersk et tout ce type de sociétés ont payé des dividendes très importants. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers ça ? Plusieurs lectures, c'est est-ce que les sociétés versent des versements extraordinaires parce qu'elles ne sont pas confiantes pour rentrer ça en dividendes classiques, pour augmenter leurs dividendes classiques, donc c'est un retour aux actionnaires de manière extraordinaire. One-off. C'est aussi un représentatif de la robustesse des résultats des sociétés en 2022. Voilà, on le voit, on en parlera sur nos hypothèses pour l'année 2023, mais c'est vrai que ça reflète aussi ce qui s'est passé en 2022, les résultats des entreprises. Voilà. Donc, c'est une contribution très très importante de ces versements extraordinaires. Donc attention à la lecture de la croissance des dividendes et ces deux notions, croissance globale, croissance sous-jacente, qui excluent ces dividendes extraordinaires. À l'issue des résultats de cette étude sur les dividendes du premier trimestre, versés au premier trimestre, quel est l'état des lieux que vous dressez ? Quelles sont les attentes que vous avez pour le reste de l'année, pour cette année 2023 en matière de dividendes ? Alors, comme on s'y attendait, on a vu un ralentissement qu'on avait déjà observé au 4e trimestre 2022, donc un ralentissement au niveau des paiements des dividendes sous-jacents. Maintenant, effectivement, il y a eu le bonus extraordinaire. Le bonus extraordinaire qui est venu au milieu, donc qui donne des chiffres finalement assez importants. On voit aussi que la chute des versements du secteur minier va continuer à s'impacter avec la baisse des matières premières. Donc ça risque d'impacter plus long terme sur le global dividend payment. À l'inverse, le secteur bancaire et le secteur pétrolier, eux, devraient continuer à verser des dividendes de manière importante. Encore une fois, les résultats des sociétés bancaires, c'est le secteur qui a payé le plus de dividendes, le secteur bancaire, et ça devrait continuer, notamment avec, encore une fois, la hausse des taux d'intérêt qui améliore les marges, on le sait, des banques.
Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur l'environnement? On voit que l'environnement est légèrement plus favorable que ce que l'on avait noté le trimestre précédent. Pourquoi est-ce qu'il est plus favorable? On le voit, encore une fois, les paiements extraordinaires, c'est un indice qui nous permet de penser que c'est plus favorable, malgré, évidemment, un environnement économique très incertain. C'est ça. On voit que dans l'environnement actuel, qu'une entreprise se permette de verser un dividende extraordinaire, peut-être même un peu plus élevé que ce qu'elle imaginait elle-même, oui, c'est un sacré signe de confiance, quoi. C'est un signe de confiance. On voit que les résultats des entreprises en 2022 sont solides, malgré une année difficile. Donc, il y a une certaine confiance. Nos prévisions, on a légèrement augmenté nos prévisions. 1640 milliards pour l'année 2023, ce qui représente une croissance d'environ 5,2% de manière globale et 5% de manière sous-jacente. Donc, légèrement supérieur par rapport à nos précédentes estimations qu'on avait données le trimestre précédent. Bon, et puis bien sûr, impossible désormais de faire abstraction des rachats d'actions. Alors c'est un phénomène mondial, c'est très anglo-saxon, c'est dans la culture américaine, ça il n'y a pas de doute, c'est ancré effectivement, mais une zone comme l'Europe se met au rachat d'actions et effectivement ça explose les compteurs. C'est-à-dire que vous traquez là aussi dans cette étude les dividendes, mais aussi la part du retour aux actionnaires qui se fait sous forme de rachat d'actions. C'est vrai. Alors, on a eu beaucoup de questions justement sur ces programmes de rachat d'actions parce qu'on n'en parlait pas trop dans notre étude. Donc, on a publié un supplément au courant du mois de mai justement sur les programmes de rachat d'actions. Et effectivement, les chiffres sont assez édifiants sur la période récente. On voit que les programmes de rachat d'actions ont grimpé de 22%. Sur la dernière année pour atteindre un montant encore de 1310 milliards. Donc, c'est un montant très important. Ces programmes ont triplé en 10 ans. 300% d'augmentation, alors que les dividendes ont augmenté de 54%. Donc on voit qu'il y a un phénomène très important. Un autre chiffre peut-être assez intéressant, c'est que il y a 10 ans, les programmes de rachat d'actions représentaient la moitié environ du montant des dividendes. Aujourd'hui, on est quasiment à parité, 94%, donc on est quasiment à parité. Voilà, donc il y a un rééquilibrage. Et ça a été dû notamment aux compagnies pétrolières qui ont versé beaucoup de dividendes extraordinaires, aux compagnies automobiles qui ont soutenu cette croissance et qui ont procédé à des rachats d'actions, compagnies pétrolières notamment. Effectivement, aujourd'hui, c'était un phénomène très américain. C'est un phénomène qui est plutôt international aujourd'hui, qui se développe un petit peu partout dans le monde, même si ça reste dominé par les États-Unis. On voit que les 10 principales entreprises qui ont racheté des actions, donc ça représente à peu près un quart du programme total, sur ces 10 entreprises, 9 sont américaines. Donc ça vient un petit peu partout dans le monde, mais c'est toujours dominé par les États-Unis. Un programme de rachat d'actions chez Apple, c'est 90-100 milliards, tout de suite. Donc, on voit les chiffres qui ont été publiés chez ces sociétés, c'est assez important. Effectivement, c'est 9 sur 10 de ces sociétés qui rachètent le plus de leurs actions sont américaines aujourd'hui. Merci beaucoup Charles-Henri, merci pour cet éclairage toujours très précieux. Alors sur les dividendes, et puis on intègre de plus en plus également la dimension rachat d'actions qui est devenue une partie bien quasiment équivalente en matière de retour aux actionnaires. Et le prochain trimestre, c'est le trimestre des dividendes européens. Et ce sera donc le trimestre de l'Europe. On en parlera en juillet ou à la fin de l'été avec vous pour faire le bilan comme à chaque fois. Merci beaucoup. Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France de Janus Henderson Investors, avec nous, vous l'avez compris, tous les 3 mois pour cette enquête mondiale de référence, cette étude mondiale de référence sur les versements de dividendes. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.